Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai quelques liens d'intérêt. Je voulais surtout vous faire partager les résultats qui viennent d'être publiés dans le Lancet Neurology de cette étude française multicentrique qui concernait la prise en charge thérapeutique préhospitalière dans l'état de mal généralisé. C'est une étude qui a été très longue à mettre en place, qui a impliqué des SMUR de différentes régions, d'abord la région parisienne, mais aussi beaucoup d'autres régions, et qui a impliqué aussi des équipes hospitalières. Donc il y avait à la fois des services d'urgence, des services de réanimation, des services de neurologie et de médecine interne qui accueillaient les patients. Donc c'est une étude qui a reçu un financement privé qui était UCB, mais qui a été géré entièrement par la DRCD de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc je vais rentrer dans le détail de cette étude. Vous savez tous combien un état de mal convulsif généralisé expose à un risque de mortalité et également de morbidité selon différents facteurs, mais qu'on ne va pas détailler ici. Et il va de soi que plus on va traiter tôt ces patients, plus on a de chances de les contrôler. Ça vient des quelques autres études randomisées qui avaient été réalisées jusqu'alors et qui insistaient sur l'intérêt d'une prise en charge préhospitalière. Et l'autre chose qui vient un peu plus de la physiopathologie, qui était de dire qu'il y a probablement dans l'état de mal épileptique des modifications des synapses qui font qu'il va y avoir probablement une moindre sensibilité, notamment au benzo, et qui a tout intérêt à associer d'autres molécules antiépileptiques pour agir efficacement. Donc cette étude visait à étudier si au Rivotril qu'on va administrer en urgence, si on peut adjoindre au Rivotril un médicament antiépileptique qui est le Keppra, et de comparer l'efficacité de cette association à du Rivotril plus un placebo. Donc c'est une étude de phase 3 préhospitalière randomisée en double aveugle et contre placebo, ce qui n'était pas gagné d'avance. Vous connaissez tous le Rivotril, le clonazepam, qui est recommandé en France, dans la mesure où on n'a pas la benzo qui est utilisée dans les pays nord-américains, qui est le lorazepam, ou du moins on l'a, mais en ATU, donc elle n'est pas tellement utilisée. Et le levetiracetam, le Keppra, était, quand on a commencé l'étude il y a quand même plusieurs années, considéré comme étant relativement facile d'utilisation et moins dangereux que le phénobarbital ou la phénitoïne ou phosphénitoïne. Et il y avait à l'époque déjà une étude qui avait montré que l'injection en 5 minutes de 2,5 g de Keppra permettait d'avoir une très bonne tolérance. Et on a effectivement initié cette étude parce qu'il existait à l'époque, et puis c'est arrivé par la suite, de très nombreuses publications, mais qui étaient en ouvert, pas nécessairement randomisées, et qui suggéraient un intérêt d'utiliser le Keppra dans l'état de mal. Donc on a inclus des patients adultes, plus de 18 ans, et qui avaient, selon les critères établis par la RFE, un état de mal qui durait depuis plus de 5 minutes, ou des crises convulsives répétées sans reprise de conscience. Et il fallait que cet état de mal soit objectivé par le médecin du SAMU. Donc on a exclu les critères habituels, donc on n'a pas pris en compte ces états de mal post-anoxiques très particuliers, les états de mal dits larvés, les pseudo-états de mal et également des situations qui impliquaient un geste chirurgical rapidement. Donc l'idée était d'administrer le clonazepam 1 mg, comme ce qui est fait régulièrement en préhospitalier, soit à un placebo, soit 2,5 g de levetiracetam. Ensuite, on laissait la possibilité, au bout de 5 minutes, de réinjecter, si besoin, une deuxième dose de 1 mg de clonazepam, si le patient convulsait encore. Et le critère de jugement principal était à la 15e minute. À cette 15e minute, soit le patient s'arrêtait de criser, soit il continuait à présenter des manifestations, auquel cas il y avait la possibilité d'administrer d'autres molécules classiquement recommandées comme phénitoïne, phosphénitoïne et phénobarbital. Et après, effectivement, à la 35e minute, il y avait la possibilité de recourir à une anesthésie générale. Donc le critère d'évaluation principal était un peu calculé pour qu'on puisse avoir ces deux bras, mais ne pas non plus s'écarter des recommandations. Et donc à la 15e minute, il fallait que le patient ne convulse plus.
l'évaluation était clinique, hein, et donc c'était la disparition des mouvements, qu'ils soient cloniques, myocloniques ou toniques. Et donc on est parti sur une hypothèse initiale qui était qu'avec le Rivotril, le clonazepam, il y ait 50% de patients contrôlés. Et notre hypothèse était qu'en rajoutant le levétiracétam, on pourrait avoir 15% d'efficacité supplémentaire. On a eu la bonne idée de travailler avec des bons statisticiens qui nous ont proposé une méthode statistique un peu particulière, qui est un test triangulaire, qui avait comme danger qu'elle nous faisait inclure un nombre plus important de patients. Donc on pouvait aller jusqu'à 540 patients par rapport à une étude plus conventionnelle. Mais elle nous a, en l'occurrence, vous verrez, permis de conclure beaucoup plus tôt, alors que dans l'étude classique, on est obligé d'aller jusqu'à la fin des inclusions. Et donc cette étude était basée sur des analyses séquentielles, intérimaires, toutes les 20 inclusions. On a été également confronté à la difficulté de travailler dans les conditions d'urgence. Donc on avait le consentement d'urgence qui était finalement soit obtenu auprès de la famille s'ils étaient présents, soit donc le médecin réanimateur qui pouvait prendre sur lui de faire un consentement d'urgence. Mais ensuite, les comités d'éthique nous a demandé d'avoir ce qu'on appelle le consentement de poursuite, dès lors que le patient se réveille, d'obtenir ce consentement. Et vous verrez qu'il a été très difficile de courir après ces consentements de poursuite. Et sans ces consentements de poursuite, on n'a pas pu étudier un grand nombre de ces patients. Entre juillet 2009 et décembre 2012, donc on a pu randomiser 203 patients. Avec donc 89 patients qui ont finalement reçu du levétiracétam et 100 qui ont reçu du placebo. Et au total, on a pu étudier 68 patients qui avaient été inclus dans une étude en intention de traiter modifiée dans le groupe Keppra et 68 dans le groupe placebo. Et donc vous voyez que par rapport au nombre de patients qui avaient été randomisés, on a quand même 47 patients, donc 23% de cette cohorte, qui a été exclue parce qu'on n'avait pas pu obtenir de consentement de poursuite. Et ça vient probablement de notre population de patients en état de mal, pour certains avec des causes toxiques qui se réveillent, qui en fait s'échappent dès lors qu'ils ont repris conscience. Donc notre population, elle était relativement harmonieuse, avec un âge de 55 ans, 53 ans dans les deux groupes, donc une prédominance masculine dans les deux groupes. Donc on a pu aussi récupérer des informations pas inintéressantes sur le délai entre le début de l'état de mal présumé et l'appel du SAMU, le délai entre l'appel du SAMU et l'arrivée du SAMU, et puis le délai entre l'arrivée du SAMU et l'injection de la drogue. Avec effectivement des écarts assez importants. Mais au total, globalement, il y avait environ 1 heure quand même entre le début présumé de l'état de mal et l'administration de la drogue d'intérêt. Ensuite, on a également été très intéressé à faire un diagnostic étiologique très précis en récupérant systématiquement les patients dans une unité de neurologie. Donc pour vérifier le statut de ces patients. Donc ces patients avaient pour la plupart des états de mal, mais vous voyez qu'il y avait quand même de 3 à 6% de ces patients chez qui le diagnostic finalement d'état de mal était récusé au profit de manifestations psychogènes. Comme quoi c'est pas toujours facile de faire le bon diagnostic. C'était des patients qui avaient la plupart du temps, de 70% à 60%, qui avaient quand même un antécédent d'épilepsie, mais ça regroupe à peu près la population des états de mal, et chez qui, dans 22% des cas, on retrouvait effectivement un sevrage un peu inopiné de leurs médicaments responsables de l'état de mal. Ensuite, quand ces patients avaient une épilepsie, elle était principalement une épilepsie partielle. Et quand on a ensuite, au vu des données de scanner d'IRM qu'on a pu récupérer, on a pu classer les étiologies. Donc souvent, les patients avaient plusieurs étiologies associées, soit une lésion cérébrale plus un facteur toxique ou métabolique. Et on voit qu'il y avait beaucoup d'étiologies lésionnelles. Donc, critère de jugement principal, patient à la 15e minute qui s'arrête de convulser, eh bien, le résultat de l'étude est négatif dans la mesure où il n'y a pas de différence significative dans la population de patients qui ont reçu Rivotril plus Keppra. Donc 74% des patients qui arrêtent de criser versus 84%, alors heureusement ce n'est pas significatif, dans le groupe des patients qui avaient reçu Rivotril plus placebo.
Et vous voyez qu'on était très loin des hypothèses initiales qui étaient qu'on s'attendait à avoir donc 50% ici d'arrêt des crises dans le groupe placebo et 65% dans le groupe Rivotril et Keppra. Ensuite, on avait différents critères secondaires là, que je ne vais pas détailler, mais qui étaient de voir est-ce que, les crises, il n'y a pas de différence significative à la 15e minute, mais y en a-t-il à la 35e minute, y en a-t-il à 1 heure? Et en fait, là non plus, pas de différence significative. Donc on ne pense pas qu'il y ait un effet pharmacocinétique. Ce n'est pas parce qu'on a jugé trop tôt l'évaluation et que le Keppra avait besoin d'un peu plus de temps. On a ensuite regardé le nombre de patients qui avaient besoin d'avoir une benzodiazépine injectée à la 5e minute, et là non plus pas de différence. Pas de différence dans le groupe de patients qui devaient recevoir une injection d'un traitement antiépileptique à la 15e minute, et pas de différence non plus dans le taux de patients intubés ou ayant recours à une anesthésie générale. Et la seule différence qu'on a trouvée, alors après, on ne peut pas non plus en tirer plus en termes de conclusion, alors il n'y avait pas de différence en termes de décès. Donc 3 patients décédés dans le groupe Keppra et 4 dans le groupe placebo. Et donc la seule différence qu'on ait trouvée, c'est l'état neurologique à la fin de l'étude. Donc notre étude s'arrêtait au 15e jour. Donc on évaluait les patients. Et là, on a pu observer dans le groupe placebo qu'il y avait 8 patients qui avaient un nouveau déficit neurologique qui pouvait être objectivé, donc 13% de ces patients, versus un seul patient dans le groupe Keppra. Donc il y a une différence significative. On a regardé s'il y avait une différence en termes d'arrêt des crises, et ce n'était pas le cas, puisque dans les 2 cas, les patients s'étaient arrêtés de criser, ou la plupart de ces patients s'étaient arrêtés de convulser à la 15e minute. Et donc, j'en dirai un petit mot après dans la discussion. Voilà. Donc en conclusion, cette étude n'a pas montré d'intérêt d'adjoindre du Keppra dans la prise en charge toute initiale d'un état de mal généralisé. Probablement l'hypothèse serait que autant c'est un traitement qui marche très bien dans l'épilepsie, autant dans l'état de mal pour un problème de pharmacodynamique, il n'y a peut-être pas un intérêt à aller bloquer la protéine SV2A dans l'état de mal. Donc il y a probablement une cause pharmacodynamique. Et comme toujours, il y a un peu ce contraste entre de nombreuses études qui étaient ouvertes, non randomisées, qui avaient montré un intérêt qui semblait assez clair, et finalement un résultat négatif dans notre étude qui était contrôlée contre placebo. En revanche, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première étude dans laquelle le clonazepam a pu être étudié. Toutes les études américaines qui avaient été publiées jusqu'alors étaient avec le lorazepam. Et on se rend compte, pas contre toute attente, mais ce n'était pas évident, que le clonazepam marche au moins aussi bien que le lorazepam, avec des taux d'efficacité relativement similaires. Et finalement, on se rend compte que notre stratégie un peu à la française, qui est de dire on fait une injection de Rivotril et puis 5 minutes plus tard, on se donne la possibilité d'en refaire une, finalement, ça semble être relativement intéressant, puisque dans notre groupe contrôle, on avait donc 84% des patients qui s'arrêtaient de criser. Donc le clonazepam a effectivement une pharmacocinétique et une pharmacodynamique qui est très favorable. Il a une efficacité qui est prolongée. Et un autre intérêt par rapport donc même au lorazepam, c'est qu'il n'a pas besoin d'être conservé dans un frigo dans le camion du SAMU. Concernant l'histoire des séquelles neurologiques, donc on nous a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité initiale. Probablement que c'est un biais en fait dans le recrutement et dans les types de lésions qu'avaient les patients, puisqu'il y avait un peu plus de tumeurs dans le groupe placebo et que ça pourrait expliquer en fait ces séquelles neurologiques. Et il y a effectivement une possibilité, mais qui semble un peu faible, de l'effet neuroprotecteur que pourrait apporter le Keppra, dont on sait que d'un point de vue expérimental, il peut baisser l'excitotoxicité en empêchant en fait le calcium de rentrer dans les neurones. Mais là encore, si on veut se lancer dans ce type d'études, il faudrait vraiment qu'il y ait un critère de jugement un peu plus loin que 15 jours. Voilà. Et puis donc notre étude a été entre guillemets sauvée grâce à ce test statistique, test triangulaire d'analyse intermédiaire, qui a pu conclure malgré les difficultés de recrutement, puisque finalement donc on était à la limite de devoir arrêter l'étude faute de moyens, parce que nos placebos qu'on avait du mal à faire fabriquer étaient expirés, on n'avait plus d'argent pour en refaire, et finalement on a pu conclure grâce à ce test triangulaire. Ça pose aussi des questions sur les études
étude à venir, hein, puisque clairement, dans la mesure où on a, avec notre contrôle, le clonazepam avec deux injections, une efficacité de l'ordre de 80%, il paraît un peu illusoire de retenter de faire un nouvel essai thérapeutique pour montrer une efficacité supérieure à 80%. Voilà, donc je vais finir par quelques diapositives sur, alors non pas des résultats, mais des études, quelques études thérapeutiques en cours, hein, pour vous tenir au courant. Donc d'abord un PHRC donc français, une étude randomisée multicentrique, donc sous la tutelle d'Hervé Houtin, Bernard Clerc et puis Tarek Charchar, qui donc s'adresse cette fois-ci à des populations d'état de mal généralisé qui arrivent en réanimation, et à qui on va proposer d'adjoindre systématiquement du valproate de sodium, de la dépakine contre placebo. Donc c'est une étude qui a atteint, donc la moitié des patients ont été inclus, mais je pense qu'il y a encore besoin d'en inclure d'autres. Une autre étude qui a bien avancé aussi, Laura Cloft, qui est sous donc une étude cette fois-ci préhospitalière. Donc un essai randomisé multicentrique qui va avoir 3 bras, qui va comparer, donc qui compare l'efficacité du lorazépam contre le clonazépam et contre clonazépam et phosphénitoïne, avec comme hypothèse de travail qui était que le lorazépam est supérieur au clonazépam. Donc les résultats de l'étude de Samu Kepra suggèrent que non, mais on verra effectivement ces résultats. Donc là encore, je crois qu'il y a à peu près la moitié des patients qui a été inclus, malgré les difficultés. Donc il faut que l'étude avance et qu'on ait les réponses à ces questions. Troisième étude, l'étude SAGE 547, qui est une étude qui a été initiée aux États-Unis, qui a du mal à recruter les patients parce qu'il y a un protocole assez particulier et qui donc vient en Europe. C'est Sophie Demeuré qui est ici, qui est coordinatrice pour la France, et donc le centre de la Piété-Salpêtrière vient juste d'être ouvert. Donc c'est une étude qui va étudier l'effet d'un neurostéroïde, donc l'allopregnanolone, qui module des canaux GABA, mais qui ne sont pas dans la synapse, qui sont extrasynaptiques, et qui permettent en fait y ait un maintien en fait de l'activité GABAergique dans l'état de mal. Et la complexité d'étude, c'est qu'elle se fait effectivement contre placebo, mais dans une situation d'état de mal généralisé, qui soit réfractaire ou super réfractaire, chez des patients chez qui le sevrage de l'anesthésie générale a induit des crises, a induit une récurrence de l'état de mal. Et donc cette étude implique un monitoring EEG continu. Donc l'étude va débuter prochainement, et probablement d'autres centres pourront être ouverts. Et puis un dernier mot donc sur cette étude qui est uniquement nord-américaine, mais qui vient tout juste de débuter, qui est étude randomisée multicentrique, qui va comparer alors là on est de nouveau, alors non, on n'est pas en préhospitalier, on est à l'arrivée à l'hôpital, aux urgences. Vous connaissez le système nord-américain. L'état de mal est géré principalement par des paramédics qui vont injecter une benzodiazépine, soit en IV, soit maintenant ils ont la possibilité de l'injecter même en IM. Et quand le patient arrive aux portes des urgences, s'il est encore en train de faire des crises, alors il va être randomisé et recevoir soit de la phosphénitoïne, soit du valproate de sodium, soit du lévétiracétam. Voilà. Et donc l'étude vient tout juste de commencer. Dernier mot pour vous dire qu'il va y avoir de nouvelles recommandations formalisées d'experts. Donc les précédentes datent de 2008. Donc ça va se faire sous la coordination d'Hervé Houtin. Donc je pense qu'il va y avoir toute une réflexion qui est en cours, donc sous l'égide de la SRLF et de la Société française d'urgence médicale, c'est ça, avec des recommandations qui devraient arriver, je pense, en 2017. Voilà, et j'aimerais juste terminer sur cette diapo. Donc j'avais eu droit à un petit commentaire dans le Lancet Neurol. Donc on m'avait traité de docteur No parce que j'avais échoué à éliminer les status epilepticus avec des thérapeutiques qui étaient des bithérapies antiépileptiques. Et j'aimerais vous rassurer sur le fait que je suis toujours motivé, et puis tous les gens qui sont en Neuroréa et avec moi, sur d'autres essais thérapeutiques pour montrer qu'il y a sûrement d'autres solutions et qu'on ne fait pas que des résultats négatifs. Voilà, je vous remercie de votre attention.